Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. En cette merveilleuse journée d'automne, je vais vous parler d'un film fantastique et je parle bien entendu du genre cinématographique et non de la qualité du film. Ce film est le tout dernier Tim Burton, adapté d'un roman à succès aux États-Unis, décliné sur 3 volumes, sur 3 tomes et non sur 3 tomes. Le troisième n'étant pas encore paru. L'histoire raconte celle d'un jeune homme qui a été bercé pendant toute son enfance par les histoires d'aventure de son grand-père. Après la mort de ce dernier, Jake, c'est le nom de notre héros, va se rendre en Angleterre sur les traces de son aïeul, à la recherche de l'orphelinat rempli d'enfants possédant des capacités hors du commun, dont le vieux ne cessait de lui parler. Il découvre alors que tout était vrai. Les enfants sont toujours en vie, ils ont pas pris une seule ride, car ils sont cachés à l'intérieur d'une boucle temporelle, à l'abri de monstres qui n'ont de cesse de les traquer pour, au choix, leur manger les yeux ou aspirer leur énergie vitale pour devenir immortels. En charge de la sécurité, Miss Peregrine, interprétée par la française Eva Green, capable de se changer en oiseau. On entre donc dans une histoire qui traverse les époques dans le but de protéger les enfants particuliers. Voilà en gros l'histoire. Maintenant, j'avoue qu'elle est un petit peu compliquée et que c'est vraiment difficile de rentrer dans tous les détails du pitch. Parce que entre les voyages dans le temps, les histoires de famille, les monstres, les kidnappings, les histoires d'amour, les sauvetages, la réalité ou l'imaginaire, on est assez perdu. Alors pour en faire un pitch complet, c'est pas gagné. Donc au casting, on retrouve Eva Green dans le rôle titre du film, mais il était question que ce soit à la base Helena Bonham Carter qui interprète ce rôle. Helena qui était la compagne de Tim Burton pendant longtemps, elle avait d'ailleurs déjà beaucoup travaillé sous la direction de ce monsieur pour de nombreux films, et peut-être même dans la vie privée, mais... Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Cependant, en 2014, ils se séparent et Helena Bonham Carter perd le job. Et oui, il vaut mieux pas trop te friter avec le gars qui te donne du boulot. Alors, dans les rôles principaux, on retrouve Asa Butterfield, qu'on avait déjà rencontré dans La Stratégie Elder, Hugo Cabret ou encore Nanny McPhee. On peut dire que les films fantastiques, il connaît plutôt bien. On retrouve aussi dans le rôle féminin Ella Purnell, qu'on avait déjà vu interpréter Maléfique jeune dans le film du même titre. Enfin, au rayon des têtes plus connues, on croise Judi Dench, actrice formidable, qui ne fait ici qu'une apparition très courte et insignifiante. Et enfin, Samuel L. Jackson, antagoniste et grand méchant du film. Passons maintenant à la critique à proprement parler. Le film est distrayant, voilà. Non, allez, plus sérieusement, comme toujours avec Tim Burton, l'image est magnifique, avec de belles couleurs et de belles lumières quand la situation inspire un moment positif, et des couleurs sombres quand la situation est plutôt désespérée ou mal barrée. Par exemple, quand Jake se trouve dans la boucle avec les enfants particuliers, tout se passe bien, le ciel est bleu, l'herbe est bien verte, les vêtements sont chatoyants, alors que quand il est dans le présent, le ciel est gris, il pleut souvent, quand il est face aux méchants, il fait très sombre. C'était déjà le cas dans Édouard aux mains d'argent, pour ne citer que ce film-là. Dans La Petite Vie tranquille, tout est magnifique, tout est coloré, mais plus la situation dégénère, plus l'image s'assombrit, pour finir le soir devant le grand manoir noir d'Édouard aux mains d'argent, qui lui-même, si vous vous en rappelez, est habillé en noir avec les cheveux noirs. On retrouve aussi quelques codes burtoniens. Allô, bonjour, le petit Robert? Oui, voilà, je vous appelais pour savoir si c'était possible de rajouter un mot dans le dictionnaire. La maison manoir isolée, la forêt que le héros doit traverser pour découvrir un nouveau monde, l'utilisation des cages comme représentation physique de l'emprisonnement et de l'enfermement, tant réel que métaphorique, et bien sûr la présence de la mort dès le début du film. Toutes ces allusions qui composent bien sûr le style particulier et unique du réalisateur, mais que malheureusement la plupart des gens ne peuvent pas connaître, sauf les gros fans absolus et les geeks dans mon genre qui lisent des tonnes de bouquins et d'articles sur le cinéma. Oh pardon. Car en réalité, quand la plupart des gens pensent à Tim Burton, à quoi pensent-ils? Cette incroyablement merveilleuse question m'amène donc à la seconde partie de cette vidéo, les points négatifs. Alors le public, il connaît quoi par exemple de Tim Burton? Les rayures sur toutes leurs formes, verticales, horizontales, verticales... Non mais plus sérieusement, le public, quand il décide d'aller voir un film de Tim Burton, il s'attend à voir un film de Tim Burton avec des références claires et évidentes du style de Tim Burton. Alors bien sûr, Johnny Depp est absent de ce dernier film, mais c'est pas très grave, c'est pas comme s'il avait fait 8 des 18 films de Tim Burton. Ouais bon ok, ça fait quand même presque la moitié, mais c'est pas grave, y a pas que Johnny Depp dans les films de Tim Burton. C'est aussi les musiques géniales de Danny Elfman, qui est aussi absent de ce film.
Mais c'est pas grave, il reste encore le style steampunk grotesco-halloweenesque qu'on retrouve en fait quasiment pas dans ce film. Alors oui, il y a quelques détails, il y a les costumes des deux jumeaux, les chaussures d'Emma, et puis quelques autres minuscules détails, mais sinon c'est pas aussi prononcé que d'habitude. Bon, vous avez compris où je veux en venir, ce film ressemble à tout, sauf à un film de Tim Burton. Alors effectivement, j'ai pas vu le précédent film, Big Eyes, même si après avoir vu Miss Peregrine, j'en ai un petit aperçu. Enfin bon, d'après les échos que j'en ai eu, c'était déjà un film assez différent de ce qu'il fait d'habitude, mais le thème en lui-même et puis ses personnages aux grands yeux collent déjà parfaitement au style burtonien. Oui, allô, c'est encore moi. Je voulais savoir où ça en était pour ma demande d'ajout de mots au dictionnaire. Ici, j'ai eu l'impression de voir un film totalement dépossédé de personnalité. La cause? Le film est en fait une commande. Les droits avaient été achetés par Churnin Entertainment, une société de production qui travaille pour la Fox et qui par la suite a engagé Tim Burton comme employé réalisateur pour faire un film que d'autres avaient écrit. Alors ils ont clairement voulu surfer sur la vague des films jeunes adultes, young adultes, c'est des films style The Maze Runner, Sublime Créature ou encore Hunger Games par exemple. Alors c'est des films tirés de livres qui mettent en scène un ou une jeune adulte d'une vingtaine d'années qui doit sauver d'autres plus jeune et lutter contre un ennemi qui semble surpuissant parce qu'il est bien entendu investi d'une sorte de mission. Et dans Miss Peregrine, on retrouve tous ces codes et toute cette trame scénaristique qui fait la force des films young adultes. Alors moi, du coup, j'ai eu l'impression de voir un film que Burton avait réalisé sans la moindre envie, sans la moindre motivation, en faisant juste le job pour lequel il était payé et en faisant ce que les gens attendaient de lui pour bien rentrer dans les critères et dans les canons des blockbusters actuels. Tim Burton est devenu ce qu'on appelle un yes man. Alors les yes men, c'est souvent des réalisateurs qui sont attachés à des studios qui font les films qu'on leur dit de faire. Ils tournent ce qu'on leur demande de tourner sans poser de questions et ils vont jusqu'à modifier, parfois même supprimer des scènes entières de films juste pour faire plaisir au studio. Cependant, il semble qu'il reste quand même un espoir. Alors j'ai lu une analyse très intéressante faite par Mad Movie. Cette analyse me fait penser que Burton est conscient en fait qu'il a été bouffé par la machine blockbuster et recraché juste derrière et qu'il a en fait un vrai désir de retourner à l'ancienne méthode Burton. Alors pour preuve, une scène de combat grotesque avec une réalisation dramatique entre les creux ou hollows en version originale contre des squelettes de marins au beau milieu d'une fête foraine sur fond de musique techno gerbante. Les squelettes d'un côté représenteraient le bon vieux temps, le stop motion à la Ray Harryhausen que Tim Burton affectionne tellement, et d'un autre côté les hollows, créatures numériques qui représentent le futur ou l'évolution des technologies pour faire des créatures au cinéma. Avec comme issue la victoire des vieux squelettes poussiéreux comme une sorte d'allégorie sur le combat que Burton se livre à lui-même pour un retour à ses propres codes et à ses propres traditions. Au passage, ces creux hollows là, ils sont la preuve que ce film manque totalement de créativité parce que leur apparence, c'est l'apparence de monstres qu'on a déjà vu des tonnes de fois au cinéma, dans les jeux vidéo, dans les BD, donc voilà. C'est encore une preuve que le film manque totalement de créativité et de personnalité. Bon, je pourrais encore continuer comme ça longtemps à énumérer tout ce qui m'a dérangé dans ce film, comme par exemple la prestation d'Eva Green qui nous livre comme à son habitude des expressions faciales dignes des plus grands poissons de cet océan, ou encore les incohérences liées au voyage dans le temps. Et oui, c'est toujours risqué de s'attaquer au voyage temporel. Je pourrais aussi parler de la fin nunuche à en faire vomir un bisounours. Et enfin, je pourrais aussi vous parler du rôle du grand Samuel Jackson, grotesque, avec l'impossibilité d'articuler à cause de cette prothèse dentaire mal faite, et aussi du fait qu'il est totalement sous-exploité, au vu de ses capacités d'acteur, je veux dire. Mais je pense en avoir assez dit, donc passons maintenant à la conclusion. Devez-vous aller voir ce film ou pas? Eh ben, ça dépend. Si vous voulez simplement vous divertir et que vous aimez les films dans le style Le Monde de Narnia par exemple, allez-y, vous passerez un bon moment, en sachant que vous n'allez pas en sortir transcendé non plus, et que le film a été suffisamment bien fait que pour laisser une fin ouverte permettant éventuellement de faire des suites si les recettes au box-office sont suffisantes. Par contre, si vous espérez aller voir un film de Tim Burton, fuyez, pauvre fou! Parce que vous n'aurez pas du tout ce pourquoi vous avez payé. Alors bon, un de mes amis avec qui j'étais m'a dit « Ça me fait plaisir de voir que Tim Burton change de style, se réinvente et qu'on n'a pas encore un film avec Johnny Depp en train de danser avec des citrouilles. » Et je comprends bien son point de vue, qui est pas dénué de sens, en un sens. Mais pour ma part, quand je veux aller voir un film de Burton, je m'attends à voir un film de Burton. Ça serait comme aller voir un film de Nolan et tomber devant un film intelligent et sans explosion. No! God, please, no! No!
Non, en fait, ça ferait du bien, ça. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de partager la vidéo. Sinon, je viendrai vous dévorer les yeux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et Facebook pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et comme toujours, à la TV, en DVD ou sur grand écran, l'important, c'est de faire vivre le cinéma. Allez, ciao!